Bonjour à tous, mon nom est Benoît Leguet, je suis le directeur général d'ICATCE, l'Institut de l'économie pour le climat, et par ailleurs membre du Haut Conseil pour le climat, et je vous souhaite la bienvenue à cette 21e table ronde, on arrive bientôt à la fin, intégrer les citoyens au cœur de la réflexion et de l'action. Alors pour donner quelques mots, disons, pour introduire la table ronde, finalement, pour répondre à ce qui semble une urgence climatique, on se pose de plus en plus la question de l'intégration des citoyens dans la prise de décision et dans l'action. Et ce, pour deux raisons. Alors, je vais employer des termes qui vont peut-être faire réagir nos intervenants, mais c'est aussi le but. Pour deux raisons. La première, c'est l'acceptabilité des mesures. Alors, je sais que certains n'aiment pas ce terme d'acceptabilité. Je l'emploie à dessein. Acceptabilité des mesures, disons, d'un côté, et de l'autre côté, une prise en compte des contraintes, des spécificités, des besoins de chacun. Et en fait, si on le voit de façon peut-être un petit peu plus large, c'est aussi une façon de renouveler la façon d'élaborer, de construire et de mettre en œuvre des politiques publiques. Et c'est finalement peut-être ce qu'a réussi à montrer notamment la Convention citoyenne pour le climat qui a eu lieu au cours des derniers mois. Et donc la question à laquelle nous allons essayer collectivement de répondre, c'est comment impliquer les citoyens dans l'élaboration des politiques publiques, dans les prises de décision, et leur permettre d'en être les acteurs et pas simplement des spectateurs. Et si on tire la pelote, si on déroule la pelote, finalement la question c'est comment est-ce qu'on va articuler cette implication des citoyens et les autres acteurs dont c'est traditionnellement le métier de participer à la construction de la chose publique. Je pense évidemment aux élus, mais je pense également aux experts et plus largement aux acteurs de la société civile qui étaient déjà et de longue date organisés afin de contribuer à la chose publique. Donc la question, voilà, comment on laisse aux citoyens la place pour agir tout en préservant, entre guillemets, s'il le faut, le rôle des autres acteurs. Donc pour répondre à toutes ces questions, nous aurons d'abord un témoignage de Laurence Tubiana, qui a co-présidé le comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Et nous aurons ensuite 4 intervenants. Par ordre d'entrée en scène, nous aurons Axel Daucher, qui est président de make.org. Axel, je te laisserai présenter ce qu'est make.org. Nous aurons ensuite Anne Bringot du réseau Action Climat, Mathieu Ozano du Shift Project et Matt Marcha, qui était un des 150, c'est-à-dire un des 150 citoyens tirés au sort pour la Convention citoyenne pour le climat. Donc nous aurons cette table ronde, et puis j'en profite pour excuser Brune Poisson, qui a un impératif, une contrainte de dernière minute, et qui malheureusement ne peut pas se joindre à nous. Et donc nous allons tout de suite écouter Laurence Tubiana, son témoignage sur la Convention citoyenne pour le climat. Je ne peux pas être avec vous physiquement aujourd'hui, mais je suis heureuse de pouvoir partager avec vous un certain nombre d'idées sur à la fois la lutte contre le changement climatique et la manière dont la société française, la démocratie représentative peuvent répondre à cet enjeu. Je suis aujourd'hui directrice générale de la Fondation européenne pour le climat. Je suis membre du Haut Conseil pour le climat installé par le gouvernement français l'année dernière. Et j'ai été donc coprésidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, qui a été une merveilleuse aventure. Le problème, probablement, est d'abord celui de la difficulté de mettre nos ambitions en pratique. La France s'est vraiment engagée pour la neutralité carbone en 2050, et on voit que la stratégie nationale bas carbone peine à réfléchir, à pouvoir au fond faire la trajectoire vraiment cohérente avec cette neutralité carbone. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que, sans doute, il faut l'espérer en décembre, l'Union européenne va renforcer son engagement pour 2030 en allant au moins à 55% de réduction des émissions par rapport à 1990. Et il faudra aussi que la France s'engage dans le même relèvement de l'ambition. Donc c'est très important que la stratégie nationale puisse répondre à la mise en œuvre de cet engagement. Le deuxième élément, me semble-t-il important, c'est tout de même l'affaiblissement de la démocratie représentative, en tout cas son questionnement qu'on voit avec la perte de confiance de beaucoup de citoyens dans les institutions politiques de cette démocratie. Et donc, combattre cette
manque de confiance, c'est quand même vraiment quelque chose de tout à fait central. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'étais heureuse de m'engager dans la Convention citoyenne pour le climat. On a un contexte qui, en même temps, nous permet de regarder l'avenir peut-être avec plus d'outils, en tout cas, sinon plus d'optimisme. Cette crise tragique du Covid a aussi fait tomber un certain nombre de tabous, notamment de tabous de politique économique. Aujourd'hui en Europe, le consensus est beaucoup plus grand et pour qu'on puisse s'endetter sans compromettre la vision de la stabilité, de ce qu'était la stabilité économique européenne, notamment de la zone euro, en se disant qu'il y a matière pour répondre à la crise économique à s'endetter davantage à condition que cet endettement corresponde à un investissement dans l'avenir et en particulier dans la transition écologique, la rénovation des bâtiments, les transports en commun, la transition agricole, tout ça se deviennent des objets légitimes d'endettement pour répondre à la crise. Donc c'est un contexte nouveau et particulier et je dois dire dont il faut prendre absolument l'opportunité. Je me suis exprimée à de nombreuses reprises sur ce sujet au courant de l'été. Alors, face à la défiance des institutions démocratiques que ressentent beaucoup de nos citoyens, qui s'expriment notamment dans les abstentions pour dans un certain nombre d'élections en tout cas, la Convention pour le climat m'est apparue comme un moyen de retisser les liens entre les institutions politiques, gouvernement, parlement en particulier. Nous avons un petit souci technique. Je vais donc compléter ce que Laurence souhaitait dire. Donc Laurence souligne l'importance de créer des espaces dans lesquels des citoyens peuvent être informés, débattre et finalement être placés en situation d'arbitrage. Et par ailleurs, elle souhaitait souligner que la Convention a pu démontrer qu'en créant des conditions pour la participation citoyenne, celle-ci est au rendez-vous et même au-delà des espérances initiales. Et par ailleurs, qu'une fois qu'on a informé les citoyens et qu'on les a laissés débattre des blocages de l'action publique climatique, les membres de la Convention, donc les 150, ont fait le pari de la confiance dans les institutions en émettant des propositions à destination du pouvoir législatif et réglementaire. Elle souhaitait également souligner que l'engagement des 150 dans la Convention se poursuit d'ailleurs sous d'autres formes, car plusieurs de ses membres attendent impatiemment suivre de près les travaux du Parlement et de l'exécutif sur le projet de loi de finances, le projet de loi convention, qui seront d'ailleurs suivis. Et enfin, elle souhaitait terminer en en réitérant peut-être la conviction qu'il n'y avait pas de recette miracle. L'intérêt, c'était avant tout d'explorer, d'expérimenter de nouveaux modes de co-création de l'action publique qui se complètent au lieu de s'opposer, notamment démocratie directe, démocratie participative, démocratie représentative, et qui permettent de renouveler la place donnée aux citoyens comme aux scientifiques, à l'État et à la société civile. Voilà ce que Laurence souhaitait dire. Donc j'espère ne pas avoir déformé de façon éhontée ses propos et avoir donné aux intervenants de la table ronde de la moelle, la substantifique moelle, afin de commencer à discuter. Alors, comme annoncé, je vais tout de suite passer la parole à Axel Daucher, donc président de make.org. Alors déjà, tu peux peut-être rappeler ce qu'est make.org pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. Et puis ensuite, je te laisse réagir et dérouler ce que tu avais prévu de nous dire. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Make.org, c'est une initiative civile dont le but est de faire travailler ensemble des centaines de milliers de citoyens avec des associations, avec des entreprises, avec des institutions pour catalyser de l'action civile, non pas de l'action publique, parce que dans bien des cas, l'action civile est plus nécessaire et plus efficace encore que l'action publique. Alors, je trouve ça très intéressant ce qu'a dit Laurence Tubiana et je voudrais vraiment peut-être reposer un petit peu le pourquoi est-ce que le citoyen est si nécessaire dans cette transition écologique, au-delà d'être détenteur d'un bulletin de vote. Il est nécessaire à deux titres. D'abord, il est nécessaire parce qu'aujourd'hui, et surtout depuis le choc de conscience de la crise sanitaire, le citoyen est en avance sur les autres acteurs de la société civile et de la société publique. Et il a une attente, une exigence qui est pleine de paradoxes, bien sûr, hein, comme tout le monde, je dirais, mais néanmoins qui est en avance et plus élevée, avec
peut-être une angoisse plus forte. Donc, il doit avoir sa place plus que jamais. La deuxième chose, et c'est beaucoup plus grave, et ça a été mentionné par Laurence Tubiana, c'est que notre démocratie représentative, elle s'affaiblit. Elle s'affaiblit jusqu'à un point où le consentement à la société n'est plus acquis automatiquement. Une décision publique tout à fait représentative n'emporte plus une adhésion au principe d'une élection démocratique qui a eu lieu. Être gouverné ne suffit plus pour être élu ne suffit plus pour gouverner. On a une société qui est tellement fragmentée que pour le moment, notre démocratie représentative a du mal à agir dessus. Et là, le rôle du citoyen est capital. On doit réintermédier quelque part entre le citoyen et les institutions, trouver tous les moyens de réintermédier, de réimpliquer pour rendre l'action publique possible. Alors, ce citoyen, il a un double rôle. Il a le rôle de s'infiltrer dans l'action publique, et je trouve que la Convention sur le climat a été un exercice exceptionnel à ce titre, de trouver un nouveau mode de création réglementaire et législative, de légitimation dans les deux cas. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait que cette action-là, c'est une des deux jambes de la transformation de la société. Si on veut changer les choses sur le climat, ça se passe dans chaque famille, dans chaque foyer, dans chaque village, dans chaque région, dans chaque territoire. Et la société civile doit prendre sa part. Pas au titre de mesures gadgets, de petits gestes individuels qui sont importants quand ils sont dupliqués, mais réellement au titre d'un engagement collectif sur le fait d'agir sur les choses. Et c'était un peu le cas de ce qu'on a fait en parallèle de la Convention citoyenne pour le climat qui s'appelait la Grande Cause pour l'environnement. La Grande Cause pour l'environnement, c'était une coalition qu'on a montée d'une quinzaine d'entreprises, mais surtout des 60 associations NGO de référence, de l'ADEME et puis de 540 000 citoyens. Et c'est un programme de 3 ans d'action de 7 coalitions sur la société, mais à l'échelle du pays. Et là, ce n'est pas de l'action publique, on est vraiment dans l'action civile. Et dans bien des cas, l'action civile est plus efficace parce qu'elle est à l'échelle de la société, là où l'action publique est à l'échelle de la démocratie. Donc, c'est vraiment ces deux jambes-là qui vont nous permettre d'avancer. Il me semble, pour conclure, que si on essaye de synthétiser finalement les deux clés de succès, parce qu'on on fait parler des citoyens aujourd'hui dans plein de situations, ça c'est pris en compte, pas pris en compte, ça sert à quelque chose ou pas, parfois c'est même manipulé. Donc pour moi, il y a deux clés de succès déterminantes pour que le citoyen ait un rôle durable, efficace et qui soit positif. Le premier, c'est que les interventions citoyennes doivent être légitimes. La légitimité, ça veut dire, typiquement, si on prend la Convention citoyenne pour le climat, ça veut dire le tirage au sort. C'est-à-dire un mécanisme qui n'est pas parfait en tant que tel, mais qui assure qu'on n'est pas en face de 150 citoyens qui ne représentent que les groupes d'intérêt extrêmement motivés qui sont montés à bord, mais vraiment qu'on a un proxy de la société. La légitimité, ça peut dire, dans des cas comme notre grande cause avec 540 000 citoyens, qu'on va chercher 540 000 citoyens qui sont représentatifs. Si on n'adresse pas cette question de rentabilité et qu'on appelle parole citoyenne n'importe quel groupe d'intérêt constitué, on tue à moyen terme la vraie possibilité de faire de ce qu'on appelle, nous, de l'irruption citoyenne. La deuxième clé de succès, c'est l'appropriation. Un mécanisme citoyen n'a pas simplement pour but d'être intelligent, n'a pas simplement pour but de produire des lois, des actions, des règlements qui sont pertinents, qui sont efficaces. Il a pour but également de créer un phénomène d'appropriation. L'appropriation, ça veut dire qu'au-delà des 150 citoyens tirés au sort sur le climat, comment générer un mouvement? Et là, le volume compte. 150 citoyens, 500 000 citoyens, 10 millions de citoyens, ce n'est pas la même chose. On a été un peu emporté par finalement la convention qui a eu lieu sur l'avortement en Irlande, parce que cette convention citoyenne a créé un mouvement de société qui était extrêmement prégnant dans les médias, partout, etc. Là, on réalise, et c'est normal, c'est presque celle de Dublin qui était étonnante, on réalise que la Convention citoyenne, il y a plein de gens qui n'ont jamais entendu parler. Ce n'est pas un problème de communication, c'est un problème d'avoir trouvé un moyen d'impliquer, certes, les 150 qui ont bossé comme Matt durant beaucoup de temps, mais également de l'avoir grippé sur
des dizaines de millions de citoyens représentatifs. Et ça, c'est un enjeu gigantesque devant nous. Alors, dans le cas de la Convention citoyenne, je pense que l'espérance était d'aboutir à un référendum qui aurait créé l'appropriation aval. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans le cas de notre grande cause avec nos 150 000 citoyens, on a sollicité plus de 10 millions de citoyens en France, on a commencé à créer ça. Et ce n'est pas la seule solution, il y en a d'autres. Mais si on ne fait pas extrêmement attention à cette logique de légitimité de la sélection des participants, légitimité du process, transparence, rigueur, anti-troll, enfin vraiment une sorte de vraiment rigueur d'une part, et d'autre part, si on n'a pas l'ambition que ce ne soit pas simplement quelques citoyens, mais les citoyens qui s'y impliquent largement, je pense qu'on a toujours le risque que finalement la parole citoyenne soit instrumentalisée et n'ait pas l'efficacité qu'elle est censée avoir, c'est-à-dire d'être transformante à l'échelle de la société. Ok, merci Axel. Donc légitimité, appropriation, c'est un peu les deux mamelles, en tout cas, que je retiens de ton intervention, les deux mamelles de la consultation citoyenne. Je passe la parole à Anne, donc Anne Bringot du RAC. Anne, tu as vu au cours de ta carrière un certain nombre de consultations citoyennes sur des sujets liés au climat et à l'énergie. Qu'est-ce que tu en retires sur notamment, enfin j'imagine que tu vas réagir à peu près sur les mêmes thèmes qu'Axel, mais peut-être sur d'autres thèmes également. Tout à fait, oui. Bonjour à tous, Anne Bringot du réseau Action Climat. C'est vrai qu'il y a souvent l'idée reçue, alors notamment au sein du monde politique, c'est dommage que Brune Poirson ne soit pas là, que ce sont les citoyens qui bloquent tous les changements, qui veulent rien changer, qui ne veulent pas aller vers une transition. Et n'oublions pas que cette Convention citoyenne pour le climat, elle est née suite au mouvement des Gilets jaunes qui a pris de cette ampleur, au grand débat national. Et finalement, le président de la République a dit, bon, on va créer cette Convention citoyenne pour essayer de débloquer la situation, voilà, pensant que les choses étaient bloquées du fait des citoyens. Et en fait, non, les citoyens ensemble, ces 150 citoyens, qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré qu'ils étaient capables de produire des solutions complexes et des solutions qui regardent le champ très large du climat, puisqu'ils ont compris au fur et à mesure des sessions qu'ils ont eues avec des experts qui sont venus leur présenter les différents enjeux sur le climat, ils ont compris qu'il n'y avait pas une solution miracle, il n'y a pas un secteur unique, il faut vraiment un ensemble de mesures à la fois sectorielles, à la fois financières, à la fois d'éducation, pour pouvoir résoudre ce problème du dérèglement climatique, sachant que leur feuille de route était de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, et qu'on sait qu'il va falloir en fait aller bien au-delà. Déjà au niveau de l'Union européenne, on parle de moins 55% maintenant. Donc ils ont, voilà, l'un des enseignements, c'est qu'ils ont pris à bras le corps et qu'ils ont été capables de prendre le champ complet du climat avec du coup 150 propositions, ce qui est difficile de s'approprier de l'extérieur, mais qui était très intéressant. Autre enseignement, ils ont su quand même s'attaquer au secteur le plus émetteur. Le secteur le plus émetteur en France, c'est les transports. 31% quasiment des émissions de gaz à effet de serre, ils ont su dire, bah oui, il va falloir sortir des énergies fossiles, sortir du pétrole, sortir de l'essence et du diesel. Et donc pour ça, il faut un développement massif des investissements dans le train et il faut baisser la TVA sur le transport ferroviaire pour pouvoir les donner un accès plus facile à chacun au train. Ils ont également dit en contrepartie, il va falloir renforcer la fiscalité sur l'aviation et également réduire le trafic aérien sur les lignes intérieures. Pour les vols où il y a une alternative de moins de 4 heures en train, eh bien, supprimons ces vols intérieurs et arrêtons les extensions d'aéroports qui sont des appels d'air pour une hausse du trafic aérien qui est incompatible avec les objectifs climatiques. Ils ont aussi regardé la question des voitures, parce qu'effectivement, la crise des Gilets jaunes l'avait montré, certains auront toujours besoin de voitures. L'idée n'est évidemment pas de supprimer complètement la voiture. Par contre, vendre des voitures très lourdes, très polluantes, ça n'a pas de sens. Et donc, ils ont proposé de rehausser le malus et le bonus pour les véhicules pour orienter vraiment la consommation vers les véhicules les moins polluants. Alors, autre enseignement, ils ont aussi montré qu'il fallait dépasser les faux consensus. Et là, je vais citer l'exemple de la rénovation du bâtiment. Pour ceux qui travaillent dans ce secteur depuis longtemps, et on est plusieurs autour de cette table ronde,
Ça fait des années qu'on entend parler de rénovation performante des logements et ça ne décolle pas. C'est un faux consensus, tous les acteurs le disent, il faut le faire, c'est bien pour le climat, c'est bien pour l'économie, c'est bien pour le social, pour les passeurs énergétiques, mais finalement ça n'avance pas parce qu'on en reste sur des mesures incitatives. Eh bien les citoyens, ils sont allés plus loin, ils ont proposé une obligation de rénovation, en particulier pour les maisons individuelles dès 2024, avec évidemment des mesures d'accompagnement pour que les travaux puissent être financés quasiment à 100% pour les ménages les plus précaires. Donc ça, c'est également une avancée assez forte. Ils ont su aussi s'emparer de sujets techniques. On dit souvent, les citoyens, ils connaissent finalement pas le sujet, qu'est-ce qu'ils peuvent dire par rapport à des experts? Eh bien, par exemple, sur l'agriculture, l'une des causes d'émissions de gaz à effet de serre, ce sont les engrais azotés, avec les émissions de protoxyde d'azote. Eh bien, ils ont su aussi s'emparer de ce sujet des engrais azotés qui n'est pas très présent dans le débat public et dire il faut réduire l'usage des engrais azotés de synthèse, il y a des alternatives et pour les réduire, il va falloir augmenter la fiscalité. Donc ce sont des sujets techniques, y compris sur les cultures de protéagineux dans l'agriculture, qui sont des sujets essentiels et qu'ils ont su vraiment prendre à bras le corps et sur lesquels ils ont fait des propositions très précises. Ils ont également su s'opposer aux injonctions contradictoires et dire, voilà, on ne peut pas être dans une société où d'un côté, on a des politiques publiques qui nous disent il ne faut pas acheter des véhicules polluants parce que voilà, c'est mauvais pour la qualité de l'air, c'est mauvais pour le climat. Et à côté, on a plus de 4 milliards dépensés par an pour nous faire en publicité, pour nous faire acheter des véhicules qui sont pour la plupart des véhicules les plus gros et les plus polluants. Donc effectivement, ils ont proposé d'interdire progressivement les publicités pour les véhicules les plus polluants et ça, c'est quelque chose qui, grâce à la Convention citoyenne, est de plus en plus fort dans le débat parce que cette contradiction, elle paraît évidente maintenant pour la plupart. Ils ont su aussi questionner le rôle des entreprises. Ça, c'est extrêmement important. Les entreprises vont devoir être un acteur majeur dans ces transitions. Quasiment toutes les entreprises vont être impactées et impactées fortement dans leur process. Et donc, ils ont proposé un accompagnement à la reconversion des entreprises. Et on entend de plus en plus parler des emplois menacés, des emplois qui vont être créés également, mais cet accompagnement de ces transitions, c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Et un autre sujet d'actualité qu'ils ont aussi posé dans leurs recommandations, c'est l'éco-conditionnalité des aides publiques aux entreprises. On ne peut pas donner de l'argent public aux entreprises sans qu'il y ait en contrepartie des orientations sur lesquelles les entreprises s'engagent à la fois en termes d'emploi et en termes évidemment de trajectoire sur les émissions de gaz à effet de serre. Dernier enseignement, si leur feuille de route était uniquement sur les émissions de gaz à effet de serre au niveau national, ils ont su également regarder tout ça dans un contexte international et penser effectivement à cette économie mondialisée dans laquelle on est et traiter par exemple la question des accords commerciaux et demander à ce que la France ne ratifie pas le CETA, qui est cet accord de commerce entre l'Europe et le Canada et qui pourrait avoir des effets néfastes sur le climat. Donc voilà quelques exemples qui montrent en fait, peut-être dernier d'ailleurs, ils ont également, grâce à E4C, crédibilisé aussi leurs propositions avec des pistes de financement. Et on voit qu'effectivement, les financements nécessaires, les investissements nécessaires pour mettre en œuvre toutes ces propositions sont tout à fait raisonnables par rapport aux montants globaux des investissements qu'on peut avoir au niveau de l'État. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est très complet. Moi, le seul regret que j'ai, c'est qu'en fait, les débats ont été publics pour le début, pour les auditions. Il y a eu beaucoup d'auditions. J'ai eu la chance d'être auditionnée à la première session. Par contre, tous les débats entre les citoyens n'étaient pas publics. Et donc, on n'a pas pu laisser voir aux gens qu'il y avait des désaccords, que les gens ont évolué, les citoyens ont évolué. Et donc, finalement, au bout de quelques mois, il y a un énorme paquet de 150 propositions qui est sorti, que personne ne s'était approprié. Et donc, la seule mesure qui est ressortie, c'est ces 110 km/h sur l'autoroute. Évidemment, tous les médias s'en sont emparés et on n'a pas compris qu'il y avait beaucoup d'autres mesures derrière. Alors que si on avait pu voir ces débats avant, on aurait compris, je pense, qu'effectivement, ces citoyens n'étaient pas des Khmers verts, comme ça a pu être caricaturé ensuite, mais des gens comme tout le monde, qui n'étaient pas tous d'accord. Il y avait aussi un climato-sceptique parmi ces citoyens, mais qu'ils ont débattu et qui sont arrivés eux-mêmes à ces conclusions. Et tous ces arguments qu'ils avaient débattus seraient intéressants
était intéressant qu'ils soient partagés pour que ça devienne des débats dans la société, à la machine à café ou maintenant via Zoom avec la crise sanitaire, mais en tout cas qu'on s'en empare. Alors, et le dernier point, effectivement, sur maintenant la grosse inquiétude, moi j'ai vécu d'autres processus citoyens de moindre ampleur, mais néanmoins très intéressants. En 2012, il y a eu un débat national sur la transition énergétique, avec un comité citoyen qui suivait ces débats en parallèle d'autres groupes de parties prenantes. Et il y a eu une journée citoyenne où dans plusieurs villes de France, des citoyens étaient formés et répondaient ensuite à des questions. Le problème, c'est que toutes les réponses de ces citoyens, tous leurs résultats, tout ça n'a absolument pas été réutilisé ensuite dans le projet de loi qui a fait suite à ce débat national sur la transition énergétique. Autre exemple, un débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie récemment, où un groupe de citoyens appelé le G400, puisqu'ils étaient 400, se réunit également pendant un week-end pour regarder les orientations et faire des propositions. Eh bien, les orientations proposées par le G400, le gouvernement n'en a absolument pas tenu compte et a fait exactement ce qu'il avait prévu de faire au départ, qui n'était pas du tout dans la même ligne. Là, on voit qu'il y a un engagement très fort du président de la République à reprendre sans filtre les propositions de la Convention citoyenne. Et pourtant, on entend des ministres qui remettent en cause des propositions et le président de la République lui-même les remet en cause. Est-ce que là, on ne va pas encore plus décrédibiliser la parole des politiques si finalement on a demandé leur avis aux citoyens, on les a fait travailler pendant 9 mois et qu'à la fin, finalement, on détricote tout? Donc voilà, c'est la question qui pour moi reste cruciale sur les mois à venir. Ok, merci Yann. Donc si je rebondis sur tes derniers propos, finalement, ton interrogation, c'est quelle est la bonne fin, entre guillemets, de ces travaux? À quoi ça sert? Quel est l'impact à la fois dans la société, mais également sur le politique? Vaste question, et là, j'imagine qu'il y aura moyen pour les uns et les autres de réagir dessus. Je vais maintenant passer la parole à Mathieu Ozano, donc le Shift Project. Mathieu, pour te lancer, je vais te taquiner un petit peu. Donc le Shift Project a lancé un projet qui s'appelle très très sobrement Plan de transformation de l'économie française, excusez du peu entre guillemets. Alors plan, évidemment, en ce moment, ça a plutôt le vent en poupe avec un certain nombre de nominations. Moi, la question que j'aurais envie de te poser, c'est le plan de transformation de l'économie française, tu le construis comment? Est-ce que c'est 5 experts à Paris ou est-ce que tu vas voir porte à porte les 30 millions de ménages que compte la France? Comment tu fais finalement pour impliquer les citoyens dans la construction de ton plan? Voilà, la parole est à toi pour quelques minutes. Ouais, le Shift Project, c'est une association comme un club de bridge ou un club de foot, et on a la chance d'être de plus en plus nombreux. On est, je ne sais pas si on est un panel représentatif de la société française, mais on a aujourd'hui quelques 6 000 ou 8 000, je crois, ça a augmenté très vite, de semaine en semaine en fait, bénévoles. Je crois qu'en tout cas, on est à plus de 6 000. Et en fait, ce que nos crânes d'œufs en chambre imaginent, en consultant d'autres experts autour d'eux, ce qu'on fait classiquement dans ce genre de travail, dans des groupes de travail d'experts, et aussi tôt que possible dans le processus. Bon, pour nous, là, on a mis ce plan de transformation en chantier juste avant l'été dernier. Et là, on a les premières ébauches, grand secteur par grand secteur, d'activités, cette transformation qu'on imagine de l'ensemble des activités principales de l'économie française, de façon à les rendre compatibles avec un monde post-énergie fossile. Eh bien, on a la capacité de le tester auprès de nos bénévoles qui eux-mêmes vont tester ce qu'on raconte auprès de leur entourage. Et dans tout le processus d'élaboration de ce plan de transformation de l'économie française, qu'on va mener au moins pendant 1 an, on va constamment faire cet aller-retour avec ce que les gens en pensent quand on parle d'évolution des modes de transport, des modes d'alimentation, en étant aussi précis, aussi fin que possible. On va notamment faire des études de cas très localisées sur des territoires. On imagine qu'a priori, il y aura des perdants. On va aller discuter de ça directement avec les dits supposés perdants. Et je dois dire qu'on a été très confortés dans cette approche dans son climat, parce qu'on s'est aperçu
il y a énormément d'enseignements qui sont attirés de cette expérience que moi j'ai trouvée en tant que spectateur absolument remarquable. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Laurence Tubiana et par Anne Bringot et par Axel, pardon, qui sont tout à fait pertinentes. Moi, je retiens deux choses principalement qui sont intéressantes pour nous. C'est que quand on demande à nos concitoyens, aux Français, moyen sup, moyen plus, moyen moins, du haut, du bas, de droite, de gauche, quand on lui explique, il comprend. Alors, c'est ces débats qui sont extrêmement sophistiqués, extrêmement, et soi-disant réservés aux crânes neufs parisiens. En fait, c'est une ânerie. Quand on prend les gens au sérieux, quand on les traite en adultes, ils répondent en adultes. Voilà, quand on les parle concrètement, ils sont capables de donner des réponses pertinentes, y compris à des problèmes extrêmement compliqués. Et puis, il y a vraiment cette notion, je crois, qui a émergé au cours des échanges qu'on a pu avoir avec un certain nombre de personnes qui ont participé à cette convention, cette compréhension que cette affaire de transition écologique, de transition énergétique, c'est une transformation profonde. Il y a deux mots qui sont revenus, et j'ai l'impression qu'ils sont peut-être en passe d'entrer dans le vocabulaire politique, qui sont les mots système et les mots résilience. Et ces mots-là, j'ai eu la sensation qu'ils avaient été compris et qu'on en avait tiré les leçons dans les propositions qui ont émergé de la Convention citoyenne. Donc nous, on s'inscrit finalement dans la continuité de ça en essayant à la fois d'avoir quelque chose qui soit correctement dimensionné, parce que finalement, ce problème de transition énergétique, ce n'est pas un problème d'abord idéologique, c'est d'abord un problème pratique. Vous allez dire aux gens, vous vivez comme ça, demain vous vivrez différemment. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut décréter, ni qu'on peut faire sur son temps libre pendant les week-ends. Non, c'est vraiment une évolution profonde, et il est absolument vital d'intégrer les citoyens de bout en bout. Et de fait, la Convention citoyenne a montré que c'est possible, à condition que, comme l'a dit Anne, nos représentants politiques ne manquent pas à leur parole ensuite. Ok, merci Mathieu. Eh ben, tout ça file très bien parce qu'en fait, ça va faire une transition parfaite pour l'intervention de Matt. Matt, est-ce que tu nous entends? Oui. Bon, bah, vas-y, bah, je te laisse du coup, puisque on a fait de façon un petit peu bizarre, on a décidé de faire un panel sur l'implication des citoyens en mettant dedans un citoyen, ce qui est assez osé, je l'avoue, mais on s'est dit que ton expérience vue de l'intérieur, qu'est-ce que tu retires finalement de ces 9 mois de convention citoyenne, vue de l'intérieur pour le coup? Eh ben, je pense que ce que je peux présenter principalement, c'est les points qui ont, selon moi, participé à la réussite de la Convention citoyenne pour le climat et qui, en lien avec notre thématique, peuvent permettre de répondre à la question comment, et par comment j'entends de quelle façon, impliquer les citoyens dans la prise de décision. Et donc, à travers un ressenti personnel. Donc, on pourra bien s'en garder peut-être d'en faire une généralité, mais comment moi je me suis retrouvé impliqué. Qu'est-ce qui a fait que je me suis impliqué dans cette expérience? Le premier point que j'aimerais citer, et on l'a déjà cité, c'est celui du tirage au sort, auquel je rajoute la diversité. Il y a d'une part l'aléa du tirage au sort qui amène quelque chose de très intéressant, selon moi, et qui, si on y rajoute d'une façon très bien travaillée, comme ça a été le cas dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, amène en plus une véritable diversité de profils. Donc de ce procédé, il provient, je pense, toute la légitimité que j'ai pu ressentir à participer à ce travail. Je n'étais pas un représentant de la population, mais je participais à sa représentativité. Je n'étais pas un expert et je ne le suis toujours pas. Par contre, je contribuais à donner mon opinion à partir du discours des experts que je pouvais entendre, et ça dans le but de construire une décision qui était collective. Un deuxième point important pour mon implication, c'est la responsabilisation. Sans sentir sur mes épaules le poids des conséquences que pouvaient avoir les propositions qui seraient formulées à l'issue des travaux, je suis absolument convaincu
que mon investissement, il aurait été extrêmement différent. L'aspect de la responsabilisation, c'est quelque chose qui est quand même délicat, et je pense que ça peut venir aussi en réponse à quelque chose que disait Axel tout à l'heure. Je pense qu'il faut jongler entre, d'une part, le besoin de regrouper un grand nombre de citoyens, en partie pour assurer une bonne diversité, et d'autre part, le risque de provoquer chez les participants ce qu'on appelle une dilution de responsabilité, si jamais le nombre de participants est trop important. Ça, c'est pour la partie délicate. Ensuite, pour la partie dans la convention qui, à mon sens, était plutôt réussie au niveau de la responsabilisation, il y a déjà le nombre, à mon sens, a donc marché. Hein, je n'ai pas ressenti une forte dilution de responsabilité, au contraire, et pourtant, on était quand même assez nombreux. Et dans les points vraiment les plus importants, je citerai en premier l'engagement du président de la République de transmettre sans filtre nos recommandations, nos propositions par les voies qu'il a proposées. Ça, c'est un premier point qui, je pense, est capital et qui va se corréler aux autres points. Le deuxième, c'est le mandat. Le mandat, si on l'associe avec l'engagement du sans filtre, en fait, c'est un mandat du gouvernement avec un engagement de sans filtre, ça nous mettait finalement à la place de l'exécutif, ça nous mettait aux manettes de l'exécutif. Et ça fait, c'est quand même une sacrée responsabilité quand on y pense. Et on va joindre à ça l'information très complète, très détaillée sur les enjeux du climatique, la gravité de la situation du dérèglement climatique, qui était finalement l'objet de notre mandat. Et puis, en dernier lieu, les moyens qui étaient mis en œuvre pour que les conditions de travail soient les meilleures possibles. Et donc, ça a participé du coup au sérieux de la démarche. La prise en charge des frais, l'inclusivité et les facilitations pour ceux qui sont les plus démunis, donc ceux qui, par exemple, un exemple bête, mais le fait qu'il y ait un prêt de tablette pour les personnes qui n'avaient pas l'accès à l'informatique, pour les intercessions. Il y avait l'accueil au CESE, qui était formidable et très très bien géré. Et puis il y avait la présence des groupes d'appui avec des économistes, des légistes, des scientifiques à disponibilité, toutes les personnes qu'on a pu auditionner, et bien sûr les groupes d'animateurs qui étaient présents en médiation. Donc voilà pour ce gros deuxième point de responsabilisation qui, à mon sens, est quand même extrêmement important dans l'implication, en tout cas que j'ai pu avoir dans cette expérience. Et un troisième point, plus rapidement, la collaboration. Ça, c'est en grande partie grâce aux animateurs, certainement pas que, mais il y avait un esprit de bienveillance, d'écoute, de respect sous-jacent dans la plupart du temps. On ne peut pas, malheureusement, pas dire tout le temps, on reste humain. Mais bon, c'était quand même sous-jacent dans les travaux, et ça a joué, je pense, un très très grand rôle dans mon envie de m'investir dans l'expérience. Qui plus est, à l'inverse de l'impression que j'ai du fonctionnement politique, du moins de ce que j'observe, et j'observe pas grand-chose, je dois le dire. Enfin, plus dernièrement, mais jusqu'à la Convention, pas énormément. Moi, le fonctionnement politique tel que je le percevais, c'est... tel que je le perçois encore un peu, je dois le naître, c'est les opinions contraires, elles s'opposent. Et elles posent des problèmes, elles bloquent, on n'avance pas. Alors que dans le cadre de la Convention, j'ai eu cette incroyable sensation de voir que les opinions contraires, elles se complétaient, et elles étaient là pour être motrices du travail et contribuer complètement à la qualité du travail. Donc ça, c'était un point aussi d'implication très important. Et pour finir, et donc ça pourra peut-être apporter du grain à moudre à une deuxième question qui a été posée, c'était comment articuler d'une part les citoyens et de l'autre part les élus, les experts, les acteurs de la société civile organisée. C'est une question que j'ai posée, mais donc, à 150 citoyens représentatifs d'une diversité de la population française, on a auditionné des élus, des experts, des acteurs de la société civile organisée, on s'est concerté, ça n'a pas été facile, et puis on a formulé des propositions. Et je me rends compte aujourd'hui, lors des concertations avec les élus, les experts et les acteurs de la société civile organisée, qu'ils sont, pour certains, en profond désaccord avec ces propositions, qui ont pourtant été établies par ceux qui sont censés représenter, ou bien en prenant en compte l'avis de ceux qu'ils sont censés représenter. Et là, et c'est vraiment, c'est une vraie question, c'est absolument pas une pique ou de l'arrogance, mais je pense que ça soulève un point qui est super intéressant à creuser, et auquel j'ai absolument pas la réponse, hein, mais d'où vient ce décalage, au final, entre la représentation et la représentativité dans la perception, les mots et les intentions.
Bien, merci Matt. Alors on va après cette dernière intervention initiale, on va entamer quelques questions. Alors je vais peut-être lancer parce que tu m'as coupé l'herbe sous le pied, Matt. C'était pas prévu, mais c'est vraiment bien. Je voulais vous relancer collectivement sur finalement l'articulation entre les différentes formes de démocratie que vous avez abordées sans vraiment l'aborder. Finalement, comment ces différentes formes de démocratie se complètent. Et puis, si je peux me permettre aussi, je vais sortir un petit peu de mon rôle de modérateur pour rebondir sur ce que disait Matt sur la question de la responsabilisation. Comme j'ai fait partie du groupe d'appui auprès de la Convention, j'ai vu quand même, disons, j'ai suivi de l'intérieur, mais sans y être quelque part. Et il me semble, mais je te laisse éventuellement me contredire, que ce sentiment de responsabilisation a évolué. C'est-à-dire, j'ai senti en fait, les citoyens, les 150 n'étaient pas les mêmes au début et à la fin de la Convention. Et je pense qu'il y a eu un pivot autour de la 3e session, autour du mois de novembre, si ma mémoire est bonne. C'est là où finalement, j'ai senti, mais c'est un ressenti, que les citoyens se disaient « Ah ouais, quelque part, nous sommes responsables. On doit délivrer quelque part, on a une obligation quelque part, un devoir moral, je ne sais pas comment il faut le dire, de délivrer, et c'est un truc un peu sérieux quand même. On nous demande notre avis, il faut vraiment y répondre. » Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Avant de passer la parole à Axel, je vous passe également, je livre en pâture au panel une réaction sur YouTube sur la responsabilité et la dilution de la responsabilité. Une question impertinente, mais à laquelle justement il est intéressant de répondre. N'est-ce pas justement le but de la dilution de la responsabilité pour réduire la pression sur les personnes afin qu'elles puissent décider de manière objective ? C'est un peu comme le peloton d'exécution, vous savez, où finalement, il y a toujours un barillet chargé à blanc afin que tout le monde se dise « moi, je n'ai pas exécuté la personne en face, ce n'était pas ma responsabilité, on a décidé de façon objective ». Voilà, je vous livre la question un petit peu en pâture, sentez-vous libre de réagir dessus ou pas. Et donc, avec la question de l'articulation entre les différentes formes de responsabilité, de démocratie, je me retourne vers le panel et je commence par Axel qui a demandé la parole. Alors oui, bonjour à tous. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense qu'il faut dire des choses qu'on a du mal à entendre, même si on est peut-être tous d'accord avec aujourd'hui. Qu'est-ce qui va transformer la société? Est-ce que c'est des bonnes décisions et un courage politique? Ou est-ce qu'on n'est pas dans une situation où le courage politique, c'est un mot qui est très joli, mais la réalité, c'est que c'est plus que ça. On a un problème de consentement et une décision qui ne nous arrange pas. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est élu, le lendemain, et je parle de quel qu'il soit, hein, peu importe, le lendemain matin, il prend une décision, il a une majorité contre lui. Et on ne lui sait pas gré du fait que comme il est élu, on va être d'accord avec cette décision. Ce consentement à la démocratie représentative, c'est le cancer dans lequel est notre société. Ce n'est pas lié aux personnes, c'est lié à une société qui se fragmente et un désengagement politique partout. Si on a dit ça, est-ce qu'on croit qu'un mode alternatif va créer plus de consentement? Est-ce qu'on croit qu'un référendum avec 20 000, avec 100 000, avec 800 000, 1 million de personnes qui sont d'accord, va créer le consentement des, je ne sais plus combien on est, 69 millions moins 1 autres Français? Est-ce qu'on est capable d'inventer un mode de consentement? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut acter le fait que faire société n'est plus un acquis, mais quelque chose à conquérir. Et dans ce cadre-là, quand on compare la démocratie représentative, la démocratie participative ou la démocratie directe, moi perso, et je ne dis pas que je l'espère, que je ne l'aurais pas souhaité, je pense qu'il n'y a pas de place pour la mise en place d'une démocratie directe qui entraîne plus d'adhésion que ce qu'on n'a pas déjà sur la démocratie représentative. Donc, c'est assez pessimiste comme vision, mais c'est pourquoi la voie que nous, on a suivie, c'est de dire le sujet, c'est l'implication. On ne va pas changer le modèle parce qu'il n'y a pas suffisamment de majorité pour changer le modèle. En revanche, si on s'implique tous dans le modèle, on réactive la démocratie représentative. Donc aujourd'hui, pour moi, la démocratie participative est en fait une démocratie au service de la réactivation de la démocratie représentative. Et il n'y a que comme ça que ça va marcher. Et c'est pour ça que la Convention citoyenne est absolument fabuleuse, parce qu'elle a créé justement une implication. Je trouve qu'il a manqué, puisqu'il n'y avait pas de référendum derrière, une phase d'appropriation qui aurait permis à des centaines de milliers de personnes qui l'auraient souhaité
de s'impliquer sans du tout gréver la pureté et l'efficacité des 150 tirés au sort. Donc, je trouve que ce lien-là a été dommage, mais enfin, chaque jour suffit sa peine, hein, on va le faire la prochaine fois. Mais tout ça, il faut bien voir que le seul petit bien que nous ayons encore face à des enjeux extrêmement présents et risqués de dictature, d'autoritarisme, de ce qu'on appelle la démocrature, et vraiment de l'explosion de la société, c'est d'impliquer les citoyens à tous les niveaux de l'action publique pour réactiver la démocratie représentative. Merci Axel. Anne, tu souhaitais réagir également? Oui, je vais aller dans le même sens, mais en partant de l'action du climat, qui est plus le domaine de compétence du réseau Action Climat. La spécificité de la lutte contre le dérèglement climatique, c'est que ça va demander des transformations majeures, profondes, et pour tous les acteurs. Il faut que les citoyens arrêtent d'utiliser de l'essence et du diesel pour se chauffer, pour se déplacer. Il faut que toutes les collectivités transforment également leur manière de se fonctionner. Il faut que les entreprises se transforment complètement. Donc, il faut embarquer tous ces acteurs. Et donc, si on n'embarque pas, y compris les citoyens, on ne pourra absolument pas réussir à lutter contre les dérèglements climatiques et à faire ces transformations au rythme qui est nécessaire. Et du coup, ça interroge vraiment le rôle du politique, et ça, on le voit davantage, je trouve, au niveau des collectivités territoriales, où les collectivités maintenant prennent plutôt un rôle d'animateur. Ce ne sont pas eux qui décident, ils ont bien compris que les émissions de gaz à effet de serre liées aux émissions de la collectivité elle-même, c'est peanuts, qu'en fait, c'est bien sûr les émissions des entreprises du territoire, des citoyens, etc., qui sont importantes. Et donc, le politique n'est plus là pour seulement mettre en œuvre des politiques par rapport à ce qu'il peut faire. Lui, il doit le faire. Il doit faire des pistes cyclables, il doit engager des moyens d'accompagnement pour la rénovation des logements, mais il doit être surtout un animateur pour que tous les acteurs puissent agir ensemble dans un cadre et apporter leur regard, les freins que ça pose, trouver ensemble des solutions pour avancer dans une direction qui a été donnée. Et c'est vrai que là, au niveau national, on ne sent pas encore cette transformation. Et je ne dis pas qu'elle a lieu dans toutes les collectivités, hein. Je pense que ce n'est pas aussi simple, mais ça se fait peut-être plus facilement quand on est sur un territoire où c'est plus simple, c'est plus petit. Au niveau national, on ne sent pas encore ça. On sent qu'il y a des politiques qui décident, et je ne dis pas qu'ils sont complètement coupés de la société, mais néanmoins, ils peuvent être, voilà, côtoyer plus facilement certains lobbies, y compris des lobbies d'activités qui n'ont aucun intérêt à ce que ça change, parce que ça va à l'encontre de leur activité, ou parce que cette transformation rapide, pour l'instant, ils ne se sentent pas en capacité de la faire. Et du coup, finalement, on n'a pas du tout cet engagement de la société à la transformation. On avait eu dans le débat national sur la transition énergétique de 2012 à la fois un comité citoyen, à la fois un comité de parties prenantes, l'équivalent de l'actuel Conseil national de la transition écologique, un peu plus large. On avait aussi un comité avec des représentants des collectivités territoriales, et le rapport final, en fait, reprenait un ensemble de recommandations qui étaient issues de tous ces groupes, finalement, et apportait des propositions, du coup, qui pouvaient être portées par chacun. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut qu'on aille, et je pense que ça demande réellement un changement profond de la manière de faire de la politique au niveau national en France. Bon. Merci Anne, pardon. Matt, tu voulais également réagir, sauf erreur de ma part. Oui, bon, par rapport évidemment à la question sur la dilution de responsabilité, vous faire un retour très rapide, sans être non plus un expert en termes de dilution de responsabilité, ni sur ce terrain-là. Je ne vais pas m'engager très profondément, mais c'est une conviction personnelle du fait que je ne pense vraiment pas que la dilution de responsabilité permette d'être objectif dans le cadre de ce genre de décision. Enfin, quand il est question en fait, de prendre des décisions qui sont quand même parfois assez difficiles, et donc qui demandent un investissement très fort, qui demande beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, et en plus dans un objectif qui est uniquement le bien commun, moi ma crainte c'est que
un manque de responsabilisation, et donc, dans le sens où je disais, une responsabilité qui est plus diluée, le fait qu'on se sente moins investi, ça pousse déjà à prendre des décisions dans un intérêt qui sera peut-être un peu plus individuel que collectif. Et puis, ça ne pousse pas à sacrifier beaucoup de son temps et de son énergie pour prendre toutes les informations et faire tout le dialogue nécessaire pour s'assurer que la décision qui sera formulée sera la meilleure possible, encore une fois, dans l'intérêt commun. Ok, merci Matt. Il n'y a pas d'autres réactions, j'ai pas d'autres demandes de prise de parole. Donc si vous voulez bien, c'est plutôt pas mal parce que ça va nous permettre de rattraper un petit peu le retard. Si vous voulez bien, je vous pose une dernière question. Et puis on fait un dernier round, chacun dit ce qu'il veut, c'est un peu ces mots de conclusion. Vous parlez dans l'ordre que vous voulez, voilà, vous me dites simplement, vous mettez un petit zigouigoui dans le chat pour que je sache. La question que je voulais vous poser, alors c'est peut-être un peu lié à l'actualité, mais finalement, quand on regarde la Convention citoyenne pour le climat, pour rester un petit peu dans l'actualité, dites-moi un point positif et un point que vous souhaiteriez améliorer, peut-être encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque, entre guillemets, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, voilà, enfin le on étant un on collectif. Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, qu'est-ce qui a été super bien réussi? En gros, c'est quoi la legacy, comme on dit en bon français, de la Convention citoyenne pour le climat? Je me rends compte de la difficulté de l'exercice parce que elle vient de se finir. C'est peut-être un peu tôt pour faire un post-mortem, mais vous, dans les prochaines semaines, par exemple, qu'est-ce que vous voudriez faire pour contribuer au succès de la Convention citoyenne pour le climat et plus largement à des consultations citoyennes? Allez, je vous laisse réfléchir quelques secondes, et sauf s'il y en a un qui veut se lancer. Qu'on la prenne au sérieux, on l'a déjà dit. Là c'est pas tellement ce qui a l'air de se profiler. Ok, donc Mathieu, on t'entend plus. J'espère que ce ne sera pas un post-mortem, en fait. Hein. Mais là, on n'espère pas. Ce serait dommage, Matt et tous ces co-conventionnaires et ça pour un enterrement de première classe, précisément. Ça serait bien triste. Oui, pour préciser, quand je disais post-mortem, c'est plutôt au sens retour d'expérience et pas enterrement de première classe, évidemment. Mais en gros, quel retour d'expérience, qu'est-ce qu'on peut tirer, même s'il est peut-être un petit peu tôt? Et du coup, pour tourner la chose de façon aussi positive, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire, disons, dans les prochaines semaines pour contribuer au succès de la Convention citoyenne et de ses résultats? Ouais. Axel, vas-y. Merci. Moi, je dirais plusieurs choses. Ce qui a été remarquable, c'est le processus de tirage au sort, le processus de discussion entre les experts et la maîtrise de cette discussion entre les experts et les citoyens et la richesse des débats entre citoyens qui a mené aux propositions qui sont effectivement d'une nature différente d'un autre processus. Donc là, 100% fabuleux. Moi, je regrette énormément qu'on n'ait pas mélangé ça avec une appropriation beaucoup plus large citoyenne. Je pense qu'il aurait fallu faire en amont un genre de consultation qui touche plusieurs dizaines de millions de Français, qui n'aurait pas du tout servi à être en cannibalisation, mais à légitimité un agenda et plein d'idées sur lequel qui aurait été la base de départ sur lequel auraient pu travailler les citoyens et qui aurait changé complètement la donne sur l'appropriation de tout le processus global. Et enfin, je trouve que la Convention citoyenne pour le climat est trop concentrée sur l'action publique, comme si c'était le là et l'oméga de tout. Moi, je pense qu'elle aurait vraiment pu faire naître de l'action publique et aussi de l'action civile, et que l'intelligence citoyenne construite aurait pu être efficace dans plein de directions qui n'ont pas du tout été élaborées. Et on se retrouve à regretter la prise au sérieux et le travail parlementaire qu'il va avoir maintenant, parce qu'on se dit, oh là là, on va perdre la pureté. Je pense qu'il ne faut pas tout demander aux politiques, il faut aussi avancer. Merci Axel. Moi, petit regret, alors je l'ai déjà dit, c'est que le fait que les débats aient été fermés, les débats entre les citoyens, je trouve vraiment ça dommage parce qu'il y a un vrai enjeu aussi de pédagogie. On a fait un sondage peu après la Convention citoyenne qui montrait que pour beaucoup de Français, ils ne comprennent pas, par exemple, que l'agriculture a un impact sur les changements climatiques. Il y a souvent une prise de conscience de l'enjeu du changement climatique, mais d'où ça vient, en quoi l'élevage a un rapport. Là, on perd complètement les Français. Et si on n'a pas compris d'où vient le problème, on risque
risque pas d'accepter les solutions. Et je sais que la Convention citoyenne a beaucoup débattu des questions d'alimentation et de réduction de la consommation de viande, mais évidemment, on ne peut même pas en discuter si on n'a pas conscience des impacts. Et donc, c'est vrai que ce qui est important, c'est que ces débats, ils percolent et qu'il y ait une meilleure compréhension à la fois des enjeux et des solutions et pourquoi les gens débattent, pourquoi ils ne sont pas d'accord. C'est aussi un peu l'objet de ces 24 heures du climat et j'espère qu'on pourra tous relayer les vidéos ensuite pour intéresser, j'espère, le plus de monde. Et puis, ce qu'il faudrait, c'est que ces conventions, elles se démultiplient parce qu'il en faudrait quasiment dans chaque quartier, dans chaque village pour qu'on puisse avoir ces débats justement sur c'est quoi le problème, c'est quoi les solutions, pourquoi les gens ne sont pas d'accord, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, soi-même effectivement, mais également les entreprises, la collectivité, etc. Donc, il y a vraiment ces débats à faire monter un peu partout pour qu'on s'empare de ces questionnements et qu'on les pousse un peu plus loin. Alors nous, plus concrètement, qu'est-ce qu'on va faire en tant qu'ONG et réseau d'ONG par rapport aux propositions de la Convention citoyenne? Évidemment, on va faire ce qui est un peu aussi notre ADN, c'est qu'on va pousser évidemment pour que les pouvoirs publics ne détricotent pas ces mesures, hein, c'est-à-dire que l'engagement du président de la République de la prise sans filtre soit bien tenu. Et donc, on va suivre tout ce processus avec les mesures qui seront dans le projet de loi de finances qui sera là prochainement au Parlement, et puis ensuite un projet de loi sur la Convention citoyenne. Et donc, on sera aussi le garde-fou avec les 150 pour que ces mesures ne soient pas complètement dénaturées. Okay, merci Anne. Mathieu, si tu es encore parmi nous, oui. Ah ouais, outre la méthode démocratique qui n'est pas c'est pas ma légitimité pour m'exprimer ici, donc je ne m'y risquerai pas. Ce que je peux dire, par contre, dans la démarche qu'on a au Shift Project, donc Shift, on est un groupe de réflexion qui tâche d'alimenter d'un point de vue aussi pratico-pratique que possible la mise en œuvre de ce qu'il faudrait faire techniquement, parce que c'est avant tout, avant d'être un problème idéologique ou d'organisation sociétale, c'est notre rapport à la technique qui se joue de façon de nous déplacer, de produire et donc de consommer. Donc je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est passionnant, c'est de voir que quand on explique des enjeux complexes, ils sont compris. Il faut comprendre que les conventionnaires ont, malgré tout l'engagement qu'ils ont pris, n'ont fait que aborder à la grosse, comme on dit quand on fait du calcul, les enjeux. Et pour faire ce genre d'expérience, quelles que soient les modalités démocratiques dans lesquelles on œuvre, ce genre de partage d'informations doit être une chance, une information réaliste, c'est-à-dire praticable, doit être répétée, approfondie constamment. Et je pense que c'est l'avenir de l'écologie politique. Cette question de transition énergétique, de transition écologique, elle fait se rencontrer, elle oblige le débat démocratique qui n'en a pas l'habitude de se confronter à la physique via la technique. Et en fait, ce qui dérange beaucoup les politiques, la physique, bien souvent, elle ne ment pas. Elle ne peut pas mentir. Et c'est assez gênant quand on a l'habitude de confronter dans le débat politique une opinion face à une autre. Je suis pour le mariage homo, je suis contre. Bon, c'est une affaire de fort intérieur. Là, quand vous demandez une transformation, à quoi elle aboutit une transformation technique, une tonne, c'est toujours une tonne. Un joule, c'est toujours un joule. Et vous avez beau... voilà. Et ce débat, la seule chance de ce débat vital de la transition écologique, c'est qu'il est largement objectivable. On a besoin d'une politique, des responsables politiques, de la mise en œuvre de ce qui est démocratique. On a besoin de leur part de ne faire l'héritage cartésien. Ils sont fait beaucoup, et ce qui me semble être prêt à continuer à faire lorsqu'on regarde le débat sur la 5G, quand on dit que la 5G, ça ne va pas faire augmenter la consommation d'énergie, ou lorsqu'on dit qu'on veut verdir le transport aérien. De quoi est-ce qu'on parle? Ce débat est largement objectivable. Il faut, en particulier au pays où il est né, respecter l'héritage de René Descartes. Et c'est, à mon avis, le défi vital et la seule chance d'effectuation, de réalisation des objectifs politiques. Aussi pour les écologistes, d'ailleurs. Ça ne sert à rien de raconter des salades, fussent-elles bio. Merci Mathieu. Matt, je te passe la parole pour finalement la dernière intervention.
Merci. Pour répondre à la question, je ne sais pas si je vais parler pour améliorer la suite de cette convention, mais plutôt pour les suivantes. Si j'avais vraiment un conseil, ce serait, puisqu'on parle de démocratie, donner un vrai pouvoir et non plus se reposer sur un engagement qui finalement qu'un engagement et qui peut ne pas être tenu, mais vraiment donner un vrai pouvoir à une assemblée citoyenne, ça peut être intéressant et ça pourrait, ça va faire un lien avec ce que je fais, comme beaucoup d'autres de la Convention actuellement pour la suite des travaux, c'est-à-dire passer un temps et l'énergie considérable à veiller au grain, au suivi finalement de nos mesures, de nos petits bébés mesures climat, pour s'assurer justement que cet engagement soit tenu et qu'on n'ait pas passé 9 mois de travail, d'énergie et de sueur pour rien. Donc voilà, du vrai pouvoir pour la suite, ça ne peut pas être fait pour celle-là, mais un vrai pouvoir pour la suite, ce serait vraiment, je pense, extrêmement bénéfique à ce genre d'expérience. Et puis, en mot de la fin, je pense que ce serait quand même important, je sais pas, mais intéressant de dissocier, d'une part, impliquer un citoyen dans la prise de décision. Une expérience comme celle de la Convention pour le climat est intéressant, donc vraiment on implique les citoyens dans la prise de décision politique, et différencier ça quand même, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, surtout si on veut faire les choses bien, différencier de embarquer tout le monde dans la transition énergétique, écologique, et faire en sorte que chaque citoyen se sente impliqué dans cette transition-là. Je pense que c'est important de dissocier les deux. Ok, merci Matt. Ça sera le mot de la fin. Alors ce que je constate, c'est que quand on vous pose toutes ces questions, vous avez plein d'idées collectivement et surtout vous reconnaissez, moi ce que je retiens de cette table ronde, c'est qu'il y a quand même un consensus sur l'intérêt d'impliquer les citoyens, d'avoir des modes, disons, de consultation des citoyens, et vous avez plein d'idées sur comment mieux faire. Donc ça, j'espère aussi que ça sera des choses que l'on pourra, qui alimenteront utilement le débat public. Avec ça, il est temps de rendre l'antenne, comme on dit, pour la 22e heure qui sera consacrée au fait de compter sur les territoires. Je vous remercie collectivement, voilà, tous pour cette contribution et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.